Alors, bonjour tout le monde. Euh, je vais faire une salutation avec la langue autochtone que l'on reconnaît souvent au Québec, Kwe, qui est en langue autochtone au Québec, qui veut dire bonjour, qui est la formule d'accueil. Today I was asked to speak in French, although I speak also in English because we were conquered by the British a few hundred years ago. And it has to show somewhere, even if we survived. So whenever I'm invited in Canada to speak in English, I always thank the organizers to allow me to practice my accent. So I don't have to do this today because we're in France. Nous sommes à Paris. Et I'm from Quebec. Je suis du Québec. Alors, nous allons parler en français. So I hope that everybody has their headset with them. And I could answer questions in English also, but we'll see with the roundtable later. Aujourd'hui, je vais vous parler à partir d'une perspective toute personnelle qui est la mienne, celle de quelqu'un qui vient d'un monde très formel, très traditionnel, celui des professions réglementées. Au cours des 30 dernières années, j'ai évolué dans le monde de la réglementation des professions, que ce soit les professions de la santé ou les autres professions comme les ingénieurs, les comptables, les architectes. 30 ans à voir évoluer ce système. Et j'ai vu effectivement une évolution, pas très rapide. Ce n'est pas quelque chose dont vous seriez satisfait avec les objectifs et la sensibilité que vous avez avec le thème de cette conférence, de ce congrès. Mais il y a quand même des évolutions. Et un premier message que je vous dirais, c'est faites attention aux étiquettes. Il y a des choses qui se passent qui n'ont pas l'étiquette auquel on s'attend habituellement, mais que dans la réalité, finalement, il se fait des choses intéressantes. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Non pas pour dire que tout va bien, mais pour dire qu'il y a de l'espoir. Il y a des choses qui se font, et quelquefois, les gens avec qui près de qui vous intervenez, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font des choses qui seraient compatibles avec les idées que vous proposez. Alors, on va faire le tour de cette expérience des professions réglementées pour finalement peut-être conclure en se disant c'est un monde très traditionnel, très formel, mais il y a de l'espoir. Et s'il y a de l'espoir pour les professions réglementées très traditionnelles et très formelles, ça veut dire qu'il y a de l'espoir partout. Et c'est un peu ce message que je veux vous lancer. Alors, on va passer brièvement certaines fiches de présentation. Elles seront disponibles par les organisateurs du congrès et je ne vais pas toutes les commenter, mais j'ai ajouté plus de choses et comme diraient les gens dans les apprentissages formels, bien, vous avez des devoirs à la maison de lecture. Voilà. Alors, le point de vue que je vous exprime aujourd'hui, au grand bonheur, est mon point de vue à moi. Parce que la particularité de mon rôle de commissaire, c'est d'être indépendant. Donc, la loi m'indique qu'il faut que j'aie une opinion et qu'il faut que je l'exprime. Peu importe qui est au pouvoir, qui est embêté, qui est ravi. Voilà. Alors, c'est ça l'indépendance. Et ça amène l'indépendance d'esprit aussi. Et donc, le point de vue que je vous exprime aujourd'hui est celui du commissaire dans l'exercice indépendant de ses fonctions et non pas la position de l'Office des professions ou du gouvernement du Québec. Même quelquefois, je les embête. Mais ça fait partie du boulot, il faut l'accepter. Alors, le commissaire est une institution créée par la loi au Québec et c'est une formule, en Europe, vous avez plus de connaissances de ce concept, le concept de l'ombudsman. Donc, un ombudsman indépendant spécialisé avec un mandat de surveillance, mais aussi de recherche et doté de pouvoirs d'enquête assez conséquents. Les gens n'ont pas le droit au silence lorsque je leur pose des questions. Bon, on ne les accuse pas aux criminels, mais quand même, ils n'ont pas droit au silence. Et j'ai la capacité d'aller chercher toute l'information que je veux dans les organisations que je surveille. Le travail du commissaire porte sur 56 professions réglementées au Québec, qui réglementent en totalité 450 000 professionnels.
comme je le disais, dans le domaine de la santé ou hors de la santé. Je traite des questions de permis, donc de permis d'exercice d'une profession. Je traite aussi des démarches d'inscription ou d'admission. Je traite de la mobilité, de la reconnaissance des qualifications, de l'évaluation des diplômes et de tous ces sujets qui peuvent être aussi traités par des accords commerciaux et des accords de reconnaissance, qu'ils soient mutuels ou non. Donc, vous voyez que c'est assez large. Dès qu'il s'agit d'une démarche d'admission pour quelqu'un à une profession réglementée, tout ce qui intervient, les processus, les concepts, les outils, les procédures, tout ce qui intervient dans l'admission à une profession réglementée, j'ai un pouvoir de surveillance là-dessus. Et il y a 46 organismes de réglementation professionnelle au Québec qui sont sous la surveillance du commissaire pour ce qui est de leur pratique d'admission. Mais il n'y a pas que les organismes de surveillance, il y a aussi tout ce qui tourne autour. Les milieux de travail qui accueillent des stagiaires ou des résidents ou des internes, comme on dit dans certaines professions. Il y a aussi les établissements d'enseignement qui forment les futurs professionnels, soit dans des programmes tout intégrés, constitués, et puis on entre dans ce programme, et puis à la fin, on ressort, et puis le diplôme nous permet d'avoir le permis d'exercice, soit pour les personnes qui viennent de l'étranger, qui se font reconnaître certains acquis, et ces personnes se font dire, bien, il faut compléter votre profil de compétences et d'acquisition des notions locales de la profession par tel ou tel ou tel cours. Alors, tous ceux qui sont, que ce soit dans le milieu institutionnel ou même des individus qui agissent à former des futurs professionnels, à les évaluer lorsqu'ils doivent subir certains examens, que ce soit des compétences linguistiques ou des compétences professionnelles plus directement, toutes ces personnes, les superviseurs de stage sur le terrain qui attestent que la personne a bien atteint les objectifs de son stage, toutes ces personnes sont soumises à la surveillance du commissaire. Et donc, toute personne, candidate, qui voit des difficultés dans son processus d'admission auprès de l'une ou l'autre de ses partenaires, de ses acteurs de l'admission, ils peuvent formuler une plainte au commissaire. Et je fais enquête sur leur situation. Je fais aussi enquête, non pas uniquement sur une situation, mais quelquefois sur des processus en général, ce qu'on appelle des vérifications. Alors, ce sont des enquêtes à l'initiative du commissaire. Ça ne découle pas d'une plainte d'un individu, mais c'est vraiment à notre initiative. Et nous en avons fait quelques-unes de très intéressantes sur des processus d'admission, quelquefois même sur des programmes, sur des éléments, des règles d'admission et de reconnaissance des universités au Québec, ce qui n'a pas plu à certaines universités, vous aurez compris. Mais l'équité, la transparence, ça vaut pour tout le monde. Et la raison pour laquelle le commissaire a été créé en 2009, c'était parce qu'il y avait un problème. Il y a eu une commission d'enquête au Québec sur certaines difficultés. Et à l'époque, on a vu la difficulté de la reconnaissance des qualifications, particulièrement pour les personnes formées à l'étranger. Et on a vu l'absence de recours général, indépendant, spécialisé pour les personnes. Lorsqu'ils font affaire avec un organisme de réglementation professionnelle, la décision est prise, il n'y avait aucun recours avant. Et ça restait dans ces entités autoréglementées. Il y a des difficultés dans les établissements d'enseignement, il n'y avait aucun recours, indépendant, spécialisé. Eh bien, la commission d'enquête en question, pour les Canadiens dans la salle, il s'agit de la commission Bouchard-Taylor, qui a traité de bien des choses, mais on oublie qu'elle a traité aussi de cette intégration et de cette reconnaissance des qualifications. Et la création du commissaire est issue de cette commission d'enquête qui a formulé son rapport en 2008. Alors, et pour les Canadiens, vous savez que Bouchard-Taylor, c'est une thématique tout autre dans les médias, mais il y avait cet élément-là. Alors, donc, la création du commissaire est venue d'un constat fait par deux éminents chercheurs
qui ont analysé la situation de différentes problématiques avec l'immigration, l'intégration des immigrants, et ils ont recommandé la création du commissaire. Alors, on va passer rapidement, parce que je l'ai quand même bien résumé, vous lirez plus en détail. Voici des principes qui, dès le départ, lorsque je suis devenu commissaire il y a 14 ans, étaient des principes que je me suis dit, pour le regard critique que nous posons sur tous ces processus, qu'ils soient dans les organismes de réglementation, dans les établissements d'enseignement ou d'autres acteurs privés du cheminement d'une démarche d'admission, bien, ces principes, pour moi, étaient importants et je les ai d'emblée énumérés. Vous retrouvez, comme on dit en anglais, les usual suspects. Alors, tout le monde fait de l'égalité, de l'équité, de l'objectivité, de la transparence, de l'ouverture, mais j'ai un document qui a traduit ces principes dans la réalité du travail de l'admission à une profession réglementée. Et vous allez trouver une communauté de pensée dans l'énoncé de ces principes. Et ce sont les principes qui guident mon équipe lorsque nous analysons une situation. Alors, la réglementation des professions, il faut démystifier des choses. Il est très important de bien comprendre ce que c'est. Alors, la protection du public prend appui sur la notion de préjudice. Est-ce qu'il y a un préjudice physique, psychologique, patrimonial et juridique? Ce sont les types de préjudices qui touchent aux éléments assez fondamentaux de la vie d'une personne, de ses activités, comme la vie de la société et de ses activités. Donc, ce sont des préjudices objectivement graves. Le préjudice physique, si le médecin vous coupe le mauvais bras à l'opération, disons que c'est un petit peu dérangeant. Le préjudice psychologique, qui est quelque chose d'assez important parce que c'est l'outil de fonctionnement de la personne, l'outil de fonctionnement social aussi. Alors, le préjudice peut être psychologique. Et bien entendu, ce qu'on connaît habituellement, les préjudices patrimoniaux, se faire voler de l'argent, se faire donner de mauvais conseils pour que ce soit pour des raisons fiscales ou autres, et même le préjudice juridique, c'est-à-dire on vous donne de mauvais conseils et puis là, vous perdez un droit, l'exercice d'un droit, et il y a quelque chose de socialement inacceptable là-dedans. Et c'est pour ça que la protection du public existe, lorsque ces types de préjudices découlent de l'activité d'un professionnel. Un professionnel qui vous donne des conseils, qui vous guide à prendre des décisions ou qui vous prodigue un service. Si ce service est mal livré, si le professionnel n'est pas intègre, mais à sa base, s'il n'est pas compétent vraiment, vous avez reporté votre confiance sur quelqu'un qui n'était pas digne de confiance. Et vous n'êtes pas en mesure de juger de la compétence de la personne. Moi, je n'ai pas le temps de faire 5 ans de médecine avec la résidence et tout pour prendre la décision d'une opération qui doit se dérouler dans les prochaines semaines. Donc, je m'abandonne à l'expertise de la personne qui est membre de la profession. Voilà pourquoi on veut vérifier, avant d'exercer les activités qui sont sources de préjudice, on veut vérifier la compétence, mais aussi l'intégrité. Pour certaines professions, l'intégrité est très, très, très importante. Donc, la compétence et l'intégrité. Alors, la réglementation des professions répond à certains principes directeurs. Premièrement, la protection du public est un mandat de l'État. Pourquoi? Parce que protéger le public, ça veut dire d'intervenir, d'empêcher des gens de causer des dommages. Il n'y a que la force de l'État pour empêcher quelqu'un d'agir et peut-être même le punir ou l'empêcher de travailler, qui est un droit assez fondamental, le droit de travailler. Mais travailler dans une profession, c'est un privilège. Il faut absolument avoir les compétences qu'il faut parce qu'il y a trop de risques associés à la pratique. Alors, et moi, je dis souvent que parce qu'il faut faire attention, la protection du public peut servir à beaucoup de choses pour justifier n'importe quoi, dont le corporatisme. Alors, il faut quand même que l'État, lorsqu'il délègue à des entités relativement autonomes, il faut que l'État soit présent pour surveiller. Parce que la protection du public et la réglementation professionnelle doivent servir les besoins de la société et non pas les besoins des membres de la profession. C'est un grand débat qui est éternel parce que c'est le facteur humain, ça. Hein? Quand on entre dans un club, on s'arrange pour qu'il le reste. C'est la dérive humaine, c'est un atavisme. Hein? C'est là depuis des millénaires, je dirais.
on fixe des exigences de compétences dans un système de réglementation des professions. Des exigences, donc, qu'il faut satisfaire avant de commencer à pratiquer. Alors, le système professionnel québécois a été créé en 1974 et les grandes lignes de ce système, d'ailleurs, ça a été un des plus innovants. En 1974, ça n'existait pas un système intégré pour l'ensemble des professions avec une loi cadre. Bon, certains, là, je vais faire un peu mon chauvinisme québécois. Certains au Canada ont tenté de copier notre système, mais ils l'ont fait seulement pour les professions de la santé, non pas pour l'ensemble des professions. Bien qu'il ait une cinquantaine d'années, il est toujours intéressant comme expérience parce que nous avons une vision harmonisée des processus, des mécanismes, de la façon avec laquelle on conçoit les normes et les exigences, mais aussi la façon avec laquelle on les applique et les recours qu'on donne à la population. Avant, c'était la jungle. C'était différent d'une profession à l'autre. On ne savait pas comment fonctionner. Là, on a simplifié ça pour tout le monde, mais on a aussi simplifié la tâche pour l'État de surveiller ces entités, ces organisations professionnelles. Donc, c'est un système harmonisé. Et l'intérêt public et la sensibilité envers les consommateurs à l'époque, en 1974, il faut comprendre qu'il y avait la notion de consommateur, là. On n'est plus là-dedans, là, mais quand même, il y avait cette sensibilité-là. Elle est toujours valable, mais on va plus vers la sensibilité face aux clients. Vous lirez ça après. L'admission maintenant. Comme nous avons des ordres professionnels qui ont une relative autonomie, l'État a délégué à ces ordres professionnels et donc à leurs membres. Les membres ont cette expertise de la profession. Bien, ce qu'on a délégué aux membres de la profession, c'est générer une norme, faites-la approuver par l'État, et après, c'est à vous de l'appliquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les ordres professionnels ont une fonction normative, ils participent à l'élaboration de la norme, dont la norme d'admission, la norme de compétences. Ils évaluent, donc ils regardent les dossiers, que ce soit les diplômes, formations ou l'expérience, que ce soit les acquis formels ou non formels, et ils décident. Le problème, c'est qu'ils décidaient tout seuls pendant longtemps, et là, le commissaire est arrivé il y a 14 ans, et puis voilà, là, on regarde un peu les dossiers, là, et on voit comment ça fonctionne. Le rôle de l'ordre professionnel, au fond, c'est d'offrir à la population une garantie de réduction des risques. Ça, il faut bien dire réduction des risques. Il n'y aura jamais de risque zéro. Comme je dis souvent, la meilleure façon d'empêcher un médecin de commettre une erreur médicale, c'est qu'il ne fasse rien. Or, il faut des services quand même. Alors, l'absence de services est un problème de protection du public. Alors, donc, il faut prendre des risques. Il n'y a pas de risque zéro avec la réglementation professionnelle. C'est un risque géré. Mais ce que l'ordre professionnel donne comme outil, comme signe, si je pourrais dire de badge, pour rester dans le ton, c'est le badge de « avec moi, vous aurez moins de problèmes ». Pas qu'il n'y aura pas de problème, vous aurez moins de problèmes. Et s'il y a un problème, avec moi, il y a des recours. Parce que dans la réglementation professionnelle, il y a des recours. Des recours, c'est très américain, j'en conviens, là, mais nord-américain. Mais il y a des recours en dommages. Et là, c'est les millions qui... Mais là, aux États-Unis, c'est fou, là. C'est des centaines de millions pour un doigt coupé. Alors, c'est incroyable, là. Au Canada, au Québec, on n'a pas encore atteint les niveaux stratosphériques de réparation monétaire, mais au fond, il y a des recours. Le système professionnel amène des garanties que s'il y a des condamnations pour dommages à la suite d'une erreur d'un professionnel, bien qu'il y ait des sommes qui sont là pour dédommager les gens. Mais on veut éviter de devoir dédommager les gens parce que sur certains types de préjudices, un paquet d'argent ne comblera jamais la perte de participation et de bonheur et de réalisation de soi qu'une erreur médicale ou autre a pu entraîner dans la vie de quelqu'un. Mais quand même, ce que les ordres professionnels offrent à la population, c'est ce signe pour dire, lorsque vous faites affaire, si vous avez le choix, parce que dans certaines professions, vous n'avez pas le choix, l'exercice lui-même est réservé. Mais dans d'autres professions, c'est seulement le titre qui est réservé. Donc, les gens peuvent agir, mais il n'y a que le membre de la profession qui a les garanties prévues par la loi. Alors, donc, les ordres professionnels offrent à la population cette garantie en certifiant
la compétence, je dis bien minimale, chez les professionnels. Alors, c'est une tâche assez intéressante. Les ordres professionnels, certains sont intimidés par ce devoir. Alors, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils font dans cette affaire-là, s'ils sont intimidés par leur propre mission. Alors, la réaction, souvent, c'est de dire « Ah, très, très, très prudente. Je ne reconnais pas, je ne prends pas de risque au nom de la population. Je ne suis pas confortable parce que je ne connais pas. » Font-ils l'effort de connaître? Ça, c'est une autre chose. Je les éveille un peu. Quelquefois, je vois mon rôle comme le chien berger qui court après les moutons qui traînent un peu. Alors, on mord une petite patte et là, ça rejoint le troupeau ou ça rejoint la bonne direction. Et oui, parce que l'humain étant ce qu'il est, quelquefois, on est intimidé par notre tâche et on adopte une approche très conservatrice, très prudente, trop prudente, au point qu'on porte atteinte aux droits de l'individu qui demande son permis et on l'empêche de se réaliser. Surtout, on empêche la société de bénéficier de ses services. La protection du public, c'est de prévenir au mieux, encore une fois, ce n'est pas absolu, les risques associés aux activités. Alors, les moyens qu'on utilise, c'est de porter un regard sur la compétence avant l'exercice, mais aussi après l'exercice, tout au long de la vie professionnelle. Parce qu'il y a une évolution dans la compétence tout au long de la carrière. Là, je m'amuse avec vos termes, là, tout au long de la vie, je dis tout au long de la carrière. En fait, c'est la vie professionnelle. Tout au long de la vie professionnelle, le professionnel va évoluer. Il progresse de débutant à mature et puis à expérimenté. Il y a toutes sortes de recherches là-dessus sur justement les niveaux je ne dis pas d'expertise, parce que, bon, l'expertise, c'est un domaine, en tout cas, comme on le conçoit dans la loi, nous, c'est un domaine précis, très poussé et tout. Mais c'est vrai que les gens deviennent experts, mais en fait, disons qu'ils sont expérimentés. Une infirmière de 40 ans d'expérience, elle peut en dire beaucoup à certains médecins qui débutent. On aura tout compris. Et l'évolution de la carrière, l'évolution de la compétence tout au long de la vie professionnelle, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Il peut y avoir des problèmes. Les gens peuvent s'affaisser dans leurs compétences, s'abandonner à la répétition et à ne plus se maintenir dans l'alerte, dans le jugement clinique ou toute autre appréciation de la situation de leur client. Et c'est pour ça qu'on intervient tout au long de la vie professionnelle avec une inspection professionnelle. On va regarder de temps à autre où en est la personne, s'est-elle enrichie par des cours, par toutes sortes d'activités, même des lectures dans quelques règlements sur la formation continue de certaines professions. On parle aussi de participer à des congrès ou même d'avoir des lectures personnelles. Intéressant, pas si mauvais comme milieu très traditionnel. Les lectures personnelles sont reconnues pour valoir maintien des compétences. Donc, c'est un élément du bon, il y a de l'espoir. Vous allez voir, j'ai des petits moments d'espoir. J'ai quelques inquiétudes, solides inquiétudes, mais j'ai des petits moments d'espoir, ce qui fait qu'on peut travailler là-dessus. Dans le fond, il ne faut pas juste voir les matériaux qui nous manquent parce qu'on ne peut en apporter des matériaux. Hein. Il faut aussi voir les matériaux dont on dispose, qui sont là, qui sont peut-être cachés. Et je vais vous en pointer quelques-uns le long de la route. Alors, on intervient sur la compétence en demandant des corrections aux lacunes. Sur tel aspect, tu n'as pas maintenu les connaissances, il y a eu de l'évolution, il y a une nouvelle technique, comment ça se fait que tu es encore dans la vieille technique et tout et tout. Donc, une petite formation. Donc, on a des mécanismes dans le système professionnel pour imposer des mises à jour ou des corrections de lacunes. On peut quelquefois limiter, suspendre ou limiter l'exercice tant que la personne n'a pas, sur ce point, complété sa formation ou mis à jour ses compétences. Et lorsque de graves problèmes, bien, la personne est carrément mise sur le côté. Une radiation, une révocation du permis, tout simplement. Et ça, c'est pour ce que j'appelle les indécrottables de la compétence. C'est-à-dire des gens qui ne comprendront jamais rien et ne veulent pas. Puis c'est pas souvent parce qu'il est trop tard. Il y en a qui ne l'ont vraiment pas. Ils n'ont pas l'idéal professionnel inscrit dans leur ADN. Et donc, à un moment donné, il faut dire, ben non, ça ne va pas. Là, on ne peut pas prendre des risques comme ça en laissant quelqu'un. Alors, les conditions de délivrance du permis, parce que c'est comme ça là, que ça s'opérationnalise.
Il y a un permis, il y a des conditions de délivrance du permis. Qu'est-ce qu'on demande? Alors, ces normes de compétences, comme je le rappelle, elles sont axées sur la protection du public dans un certain contexte parce que les professions sont contextuées. J'aime le dire, mais j'aime aussi dire tout de suite après, attention, n'en faites pas trop sur le contexte. Le contexte devient presque la compétence unique, là. Et l'outil pour dire c'est tellement différent ailleurs, donc c'est pas pertinent, je ne reconnais rien de ce que la personne a fait à l'extérieur. Je dis souvent aux arts professionnels, puis j'en ai un à l'esprit, mais je ne veux pas le mettre sur la place publique comme ça. Je dis, mais en France, ça se fait comment, là, ta profession? Ah ben tu vois, ça se fait. Je ne peux pas croire que dans une salle d'opération, il n'y a pas tel ou tel type d'intervenant pour s'occuper de tel aspect de toute la mécanique et le processus d'une opération. Alors, donc, ça se fait, mais ça s'appelle différemment. Ça s'organise différemment. Mais l'acte lui-même, il se fait. Donc, il faut voir plus loin que le bout de son nez et plus loin que de son petit jardin et s'apercevoir que des légumes, ça pousse dans le jardin de l'autre aussi. Et donc, on peut reconnaître ce qui se fait ailleurs, pourvu qu'on perce les apparences et surtout sa propre ignorance. Et quelquefois, on a des référentiels de formation. Donc, on va dire, bien, la norme, c'est le diplôme. Et là, c'est ce que je reproche beaucoup au système professionnel en ce moment. Là, il y a 2, 3 nouvelles professions qui vont être créées, ostéopathes, bon, les autres, je ne me souviens plus, ou les plus récentes qui ont été créées, là, les sexologues, les criminologues. Alors, elles ont été créées et là, on s'est dit, mais quelles seront les exigences de formation, de compétences de base? C'est quoi, là? Ils disent, ah, bien, c'est le diplôme. Ah bien, comme ça, le diplôme. Tout simplement. Ce qui préexistait devenait la norme, et là, la norme est entre les mains du milieu de l'éducation. Mais non, la norme devrait être entre les mains de la profession, qu'elle s'autodétermine à dire pour la protection du public, d'ailleurs, c'est le mandat qu'on leur a donné, entre experts du domaine, proposer au gouvernement une norme de compétences que le gouvernement sanctionnera. Et là, ça passe par le diplôme. Alors moi, je questionne beaucoup ça parce que, premièrement, on parle de contrôle de la norme et j'ai des faits probants à l'effet que les établissements d'enseignement, que je ne veux pas décrier trop, mais quand même, ils ont des atavismes. Les établissements d'enseignement se disent, ben c'est nous qui détenons, alors on mettra ce qu'on voudra dans le diplôme. Ah ben non, c'est pas ça, là. En l'état, au début, le diplôme était ce qu'on pensait, un bon raccourci pour déterminer la norme, mais après, il faut travailler ensemble pour la faire évoluer et consciemment rechercher des éléments qui répondent aux enjeux de protection du public associés à la pratique. Alors, c'est pour ça, quelquefois, que les arts professionnels, ce n'est pas encore répandu, il y a une vingtaine d'arts professionnels sur 46 qui ont des référentiels de compétences. Pour compléter le regard plutôt formel, bien que certains diraient le référentiel de compétences, c'est un certain formalisme. Oui, mais bon, c'est une énonciation, disons. Voilà, une énonciation. Alors, je ne veux pas tomber dans le débat du formalisme et informel. Je fais des clins d'œil à Serge ici, là. Mais c'est à tout le moins une énonciation utile, intéressante, qui est générée par le milieu. Voilà, le milieu s'autodétermine. Alors, j'utilise à escient ce vocabulaire pour raccrocher Serge un peu, là. Et je le fais sourire en plus. Mais tout ça se transpose dans la réglementation, parce que les avocats s'en mêlent, par des choses très formelles. Et donc, des diplômes reconnus ou agréés, des stages, des examens, toutes les conditions ont été formalisées. Et alors, on voit bien que c'est une approche très traditionnelle et formaliste pour acquérir et attester la compétence. Mais il y a des choses qui se cachent derrière ça. Il y a depuis quelques années des mécanismes de reconnaissance des compétences, des qualifications. L'une qui est traditionnelle, très traditionnelle, c'est l'équivalence de diplôme. On regarde le diplôme principal de la personne qui nous vient de l'étranger. On dit, est-ce que le diplôme se compare au diplôme qui est requis ici dans le territoire là, pour le permis? Et on comprend qu'on voit le contenu, la durée, le niveau, la pertinence, la qualité. Bon, comment ça se fait? Bon, déjà que certaines personnes disent, c'est pas pareil ailleurs, donc ça peut pas, même si tous les intitulés de cours et les descriptions de cours semblent similaires, il y a des gens qui pensent encore que ça doit nécessairement être différent ailleurs, donc nécessairement pas bon, pas reconnaissable. Donc, il y a une fermeture dès le départ. Alors, ça, c'est l'approche très, très, très traditionnelle. Et de là, l'évaluation de diplôme qui parle du repère scolaire,
le monde des évaluations, Credential Evaluation, là. Ce monde-là fait partie de cette dimension-là. L'ordre professionnel ajoute son regard sur le contenu, sa pertinence pour la profession par rapport à la comparaison avec le diplôme qui, lui, est agréé ici, et sa qualité. Là, vous allez me dire, la qualité, ouais, c'est un peu subjectif. C'est vrai que c'est le trou noir où s'enfoncent beaucoup de préjugés, potentiellement, en tout cas. Alors, il faut avoir des filtres personnels là-dessus pour éviter que tout ce qui est différent doit nécessairement être mauvais ou de pas bonne qualité. Il y a des jugements de valeur qui sont impliqués là-dedans. D'ailleurs, dans tous les mécanismes de reconnaissance, je vous le dis, là, peu importe ce que vous imaginez, il y aura toujours un jugement de valeur. Et donc, les risques de dérive humaine, ce que j'appelle, moi, le facteur humain. C'est les humains qui foutent le bordel dans les choses. Sinon, tout serait simple. Un ingénieur penserait au processus et c'est tout. Mais là, il y a la dimension humaine parce qu'on traite avec des humains, parce que c'est les humains qui animent les processus, mais voilà ce que ça fait. Alors, dans le système professionnel québécois et peut-être ailleurs aussi, pour ce que j'ai observé, comment se fait la prise en compte des différents types d'apprentissage? On parle bien du formel, non formel, informel et tout au long de la vie. Alors, je vais vous parler un peu de l'historique du système professionnel pour vous dire que ça n'a pas été joyeux, c'est pas parfait, mais il y a de l'espoir. Parlons de la préhistoire, avant 1973-1974. Des règles, ce que je parle, c'est le Code des professions qui est arrivé en 1974. Alors, avant, il y avait des règles, mais sans cohérence ni structure entre les professions. Une approche essentiellement traditionnelle. La formation de base, principalement par des apprentissages formels. Pire, pour les personnes formées à l'étranger, on ne reconnaissait pas vraiment les diplômes. Il fallait passer par le diplôme, donc tout refaire, comme on dit souvent. Tout refaire et des apprentissages essentiellement formels et dans un contexte local. Bien, vous n'avez pas le diplôme d'ici, donc voilà. Et je vous souligne que n'eût été de la directive européenne au sein de l'Europe, moi, je suis allé voir à l'intérieur de certains des pays membres de l'Europe, ils ont encore des choses que, si vous n'avez pas le permis d'ici et le diplôme d'ici, vous allez faire le diplôme d'ici. Voilà. Alors, la directive européenne a caché beaucoup de choses dans vos législations nationales qui ne sont pas très belles à voir en termes d'ouverture, puis d'équité et puis de reconnaissance. La directive européenne a gommé le tout pour faire bon genre. Et là, ce n'est que très récemment que vous avez adopté une autre directive en Europe pour dire bien, appliquez les mêmes principes pour les ressortissants des pays tiers que les principes de la directive entre les membres pour la reconnaissance des qualifications. Alors, j'ai eu à analyser des législations professionnelles pour un accord de reconnaissance mutuelle entre le Canada et l'Europe. Alors, forcément, il fallait aller dans la vingtaine de pays membres pour voir quels étaient les textes de loi concernant cette profession. Et c'est là que je me suis aperçu, mais franchement, ils demandent la citoyenneté, ils demandent, la seule chose, c'est d'avoir le diplôme de France ou d'Italie ou je ne sais quoi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est le bel idéal de la directive européenne? Eh bien, ça a continué à exister, ces règles-là, pour les non-membres, les ressortissants des non-membres de l'Union européenne. Alors, l'approche traditionnelle aussi, et ça c'est intéressant, et là je le formule comme ça. Dans plusieurs professions, on complète par des apprentissages non formels supervisés. Je les qualifie de non formels. Le stage et l'internat, là, quand l'avocat doit faire 6 mois après son cours de droit au Québec, quand l'ingénieur doit faire 3 ans d'ingénieur junior ou comme stagiaire pour prendre de la maturité professionnelle, il n'apprend rien de nouveau sur le plan formel, mais il mobilise, il met en action, il acquiert de la maturité et de l'autonomie. Et ça, moi, j'appelle ça, on aura de bonnes discussions, on a quelques jours encore, mais des apprentissages non formels. Et je le veux ainsi parce que je veux faire réaliser aux ordres professionnels que même à la préhistoire de leur profession, ils faisaient déjà de la reconnaissance d'apprentissage non formel. Mieux que ça, c'est le milieu qui s'autodétermine et qui intervient dans la reconnaissance. Ce sont des membres de la profession qui sont maîtres de stage, qui reconnaissent ce qu'a acquis le stagiaire. Alors, vous allez me dire, mais tout va bien, André, tout va bien, c'est donc fantastique, ils vont signer la Déclaration de Paris. Bon,
attention, ils ne sont pas conscients qu'ils font de l'apprentissage non formel. Alors, ce n'est pas très évident, là. Après, il y a eu le Moyen Âge, où là, on a regardé un peu plus les choses, le regard critique, la surveillance de l'État est intervenue, et de toujours le passage obligé par les programmes d'apprentissage formel, mais on est ouvert à reconnaître les diplômes étrangers par le processus d'équivalence. Il y a toujours la présence de compléments par des apprentissages non formels. Maintenant, nous arrivons à la Renaissance. On sait c'est quoi la Renaissance, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses intéressantes, et puis un nouvel esthétisme, et puis on s'éclate, et on crée de nouvelles choses. Et voilà, la Renaissance, c'est de 1994 à 2009. Dès 1994, a été intégrée dans la loi une obligation de reconnaître les apprentissages non formels. Intéressant. Le problème, c'est que, c'est à peu près à l'époque où je suis arrivé dans le système professionnel, et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'outils. Le gouvernement, le législateur a mis ça dans la loi, mais les professions réglementées, les ordres professionnels ne savaient pas quoi faire avec ça, comment le faire. Alors, ils se contentaient de regarder les autres formations, un peu d'expérience de travail, mais là, ne me demandez rien d'autre. On n'a pas les outils. D'autant plus qu'à l'époque, en matière de reconnaissance des qualifications, les outils étaient, pour certains, un peu complexes. Il y avait la méthode du portfolio de Marthe sans regret qui a sévi au Québec pendant quelques années. Alors, tout le monde se dit, ah ben c'est ça la reconnaissance des apprentissages non formels. On va aller voir l'expérience de travail, on va aller voir la méthode de Madame sans regret. Ça prenait des mois et des mois, une documentation à n'en plus finir, une psychanalyse professionnelle presque, où il fallait se projeter sur papier pour que l'homme professionnel puisse reconnaître quelque chose. La Renaissance, c'est aussi une politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue qui s'intitulait « Apprendre tout au long de la vie ». Et il y a un chapitre sur la reconnaissance des acquis et on parle bien de tous les types d'apprentissage à reconnaître. J'ai été l'un des contributeurs à ce chapitre sur la reconnaissance des acquis en 2002. On a pris quelques années pour la construire quand même. Alors, cette politique est toujours officiellement là, en vigueur. Elle n'a jamais été remplacée par aucune autre. Et il y a là-dedans de très beaux principes, mais encore là, il faut la mettre en œuvre, cette politique. Et là, elle est un peu tombée dans l'oubli, et c'est ce que je questionne beaucoup depuis quelque temps. Mais aussi, dans cette période de Renaissance, nous avons eu un éveil autour de la reconnaissance mutuelle des qualifications avec l'entente Québec-France sur la reconnaissance mutuelle des qualifications. Cette entente a entraîné une petite révolution culturelle dans l'esprit de tout le monde parce que les gens n'avaient pas le choix que de procéder à la reconnaissance. Bien entendu, les instruments internationaux de l'UNESCO ont ajouté à cette période de 1994 à 2009 pour qu'on la considère comme une renaissance pour les organismes professionnels. L'ère moderne, là, c'est un peu prétentieux. Un des éléments de l'ère moderne de 2009 à 2024, c'est la création du poste de commissaire. Alors, ça, c'est un peu prétentieux de se déclarer symbole d'une époque, mais il est vrai qu'il y a là une prise de conscience supplémentaire, puisque ça a été une volonté du législateur de dire « ça suffit ». C'est un enjeu pour nous, l'admission, la reconnaissance des qualifications. Nous allons mettre sur pied un gardien du sens, un gardien de l'équité, parce que nous ne sommes pas satisfaits de la façon avec laquelle ça se fait, avec l'autonomie qu'on a accordée à ces organismes. Donc, il y a une présence émergente de normes de formation selon l'approche par compétence. J'ai mes critiques sur l'approche par compétence, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant. C'est une étape. Et étonnamment, il y a des expérimentations intéressantes en reconnaissance des apprentissages non formels qui combinent les approches du secteur de l'éducation et de celui de l'emploi. Parce qu'avant, ça s'entretuait, ces gens-là. C'est mutuellement exclusif. Hein? Ça avait son propre cadre conceptuel, son propre vocabulaire, et il voulait surtout nier l'autre. Hein? L'emploi nie l'éducation nie l'emploi. Là, il y a eu des expérimentations où on combine les approches. Ça, c'était très intéressant. J'en parlais tout à l'heure avec des gens, là. C'est une expérience qui mériterait peut-être d'être étudiée et qu'on écrive un peu là-dessus, parce qu'elle a fait de bonnes choses, mais elle est restée, somme toute, assez discrète. Ce qui fait que l'approche est hybride à l'ère moderne. Une formation de base avec des apprentissages formels et non formels, même dans les formations universitaires, dans certaines professions,
il y a des éléments de prise d'ancrage dans la réalité du travail à l'intérieur des programmes de formation. Donc, il y a une belle ouverture là-dessus. Alors, et sous le plan du regard critique et de surveillance de l'État, ben, l'État s'est équipé pour exprimer des attentes. Avant, il laissait aller un peu, puis bon, il adoptait les règlements, les normes et tout et tout. Là, maintenant, l'État s'est donné des moyens de connaître, de savoir et donc de critiquer et de peut-être modifier, de demander des modifications. Aussi, on entend parler récemment d'un cadre de qualification québécois. C'est très intéressant, ça aussi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver là-dedans. Le futur maintenant. Parlons du futur, puis on va terminer là-dessus. Les approches d'admission, d'après moi, vont migrer beaucoup vers l'ouverture et l'inclusivité. Là, on parle du futur, là. Mais j'ai des éléments d'ancrage actuellement qui me permettent de croire que si on y met la bonne pression ici de leadership, y est, si on est soutenu dans l'implication, bien, on pourra y arriver. Il y a une réforme de l'approche en admission qui est en réflexion. On m'a demandé d'ailleurs, les autorités gouvernementales m'ont demandé, mets sur papier tes rêves et on verra ce qu'on pourra mettre dans la loi pour les faire advenir dans la réalité. C'est à peu près ça, de façon poétique, comment on pourrait parler de l'approche que j'ai reçue récemment. Alors, on a, moi, pour le futur, une prise en compte des apprentissages formels, non formels et informels. Ils sont présents en partie depuis longtemps, sans en avoir le mot. Là, je veux que ça soit conscient. Je veux que les gens se disent « j'en fais ». Et donc, ça fait des années que je suis confiant à en faire, sans le savoir. Donc, je peux être confiant à aller plus loin. Et c'est, je dirais, la démarche de conviction qu'il faudra faire ici. Mais aussi, il faut prendre en compte les autres dispositifs de reconnaissance. Je voyais une profession il y a quelques années qui disait la norme XY, qui est en fait une norme, une certification basée sur 15 examens dans le domaine. Pas de formation, en fait une auto-formation. Il y a du matériel de préparation. Cette personne-là a dit dans le bulletin de son nom professionnel, « Ah, ça vaut rien. » Alors, je le vois passer dans les bureaux à un moment donné, j'ai dit, « Je ne veux plus que tu dises ça, là. C'est pas rien. 60 pays utilisent cette norme-là à défaut d'avoir une profession organisée comme la tienne, dans ce domaine-là. Je vais vous le dire, c'est la comptabilité. Bon, la norme ACCA. C'est pas rien, là. C'est crédible, c'est solide. Et puis, pourquoi toi, là, Ah, parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation formelle, il n'y a pas un diplôme quelque part. Hein, toujours le diplôme. J'ai dit, mais regarde, les personnes ont dû passer à travers une auto-formation. Ils ont des examens sérieux, éprouvés et tout. 15 examens quand même, ils sont certifiés. Ce n'est pas le même niveau de comptabilité. C'est les 3/4 de ton acte professionnel. Mais reconnais les 3/4 et prescris ce qui manque pour arriver au niveau comme tu l'as organisé au Québec. Et il y a aussi d'autres possibilités d'exploration et d'expérimentation. Et j'ai trouvé des partenaires dans le système professionnel. Il faut trouver le champion, hein, quelque part, dans les endroits où ce n'est pas évident. Alors, les constats, c'est que les ordres professionnels ont intégré depuis longtemps des éléments d'apprentissage non formels. Parfois inconsciemment, souvent en fait inconsciemment. J'ai jonglé entre parfois ou souvent. Mais bon, je me dis, je vais être poli, parfois, inconsciemment. Les stages et les internats, c'est le milieu et les pairs qui reconnaissent les apprentissages. Et puis, depuis 1994, on doit reconnaître les apprentissages dans d'autres contextes. Mais on va les outiller, les instrumenter. Donc, je crois que les organismes professionnels, il y a l'espoir, mais ils ont besoin d'agir consciemment, d'aller plus avant encore, d'établir des partenariats et d'une plus grande confiance partagée. Parce que l'ordre professionnel, c'est moi qui garantis au public. Donc, je dois tout regarder. Ben oui, mais si quelqu'un a déjà regardé et que c'est crédible, ça tient la route, pourquoi recommencer le travail? Mais, encore une fois, les gens n'ont pas confiance en eux. Il faut leur redonner ou leur donner cette confiance. Et il faut aussi que l'État leur dise ça fait partie du risque d'un organisme de réglementation que d'aller plus loin, de reconnaître, d'oser quelquefois, d'innover. Alors, je pense que ça va arriver un jour. La société québécoise, je crois qu'elle est sensible et ouverte à la reconnaissance, mais là, on veut une approche plus volontariste. Et puis, je crois, et là, je le lance sur la place publique, il faut refonder la politique québécoise sur l'éducation tout au long de la vie et la reconnaissance.
Mais comme je le dis souvent, je ne veux plus d'une politique gouvernementale. Le problème d'une politique gouvernementale, c'est que vous la lisez et vous pouvez reconnaître quelle direction du ministère qui l'a rédigé a mis son grain de sel, s'est fait apparaître son sujet, son mandat pour exister. Alors ça, c'est de la négociation intragouvernementale. La politique gouvernementale devient un moyen d'exister pour différents partenaires au sein du gouvernement. Moi, je veux une politique de société. C'est pas compliqué. Les gens d'affaires, les établissements d'enseignement, la société civile, le milieu communautaire. Il faut que ce soit une politique de société. Si c'est une politique gouvernementale, ça ne fait qu'harnacher les activités du gouvernement, se donner l'impression de faire un beau communiqué de presse aussi, de faire de la communication publique là-dessus pour dire « nous sommes sensibles, nous sommes ouverts, voici la politique ». Oui, mais la politique, elle n'est pas toujours appliquée. En termes de vision, vous savez que la reconnaissance des compétences est traversée par différents enjeux. La mobilité sociale, et réponse à des défis démographiques. Est-ce qu'il existe un droit à la reconnaissance? Et là, Don, il ne va pas m'apostropher parce que là, je suis en train de répondre à une question qu'il me pose depuis plusieurs années. Est-ce qu'il existe un droit à la reconnaissance? Eh bien, la conclusion, la réponse, c'est oui, Don. Enfin, tu l'as. Alors, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez des instruments internationaux, que ce soit de l'ONU ou de l'Organisation internationale du travail, ce pas des instruments toujours à jour. Là. En passant, il y a du vieux vocabulaire. On roule encore sur des instruments de 1948 ou de 1957, selon le cas. Alors, le vocabulaire est daté, diraient nos homologues français. Il est daté, le vocabulaire. Mais il veut quand même dire suffisamment de choses pour se raccrocher à ces instruments. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Vous connaissez, pour ce qui est des gens qui sont dans le domaine de la reconnaissance à l'enseignement supérieur, les conventions, Lisbonne et la dernière convention mondiale. Il y a là-dedans des obligations solides et concrètes pour l'enseignement supérieur, mais aussi pour tout le reste. Il y a quelque chose qui est transversal là-dedans. Alors, il y a là-dedans, quand on lit, on voit bien qu'on donne à l'individu un droit. On donne des obligations à des établissements, à des institutions, à des acteurs du monde de la formation. On leur dit même, il faut aller reconnaître, alors que vous êtes habitué seulement par le formalisme d'un diplôme, il faut aller dans l'informel, le non formel, et aussi tout au long de la vie. Ça a été mis en scène, ça, dans la Convention. La semaine dernière, j'étais au congrès TAICEP des évaluateurs de diplômes. Et je peux vous dire qu'ils commencent à intégrer ça et à se poser des questions, mais puisque c'est dans notre convention qui justifie un peu notre existence, qui nous encadre et qui nous guide, là, c'est une nouveauté. Il va falloir commencer à s'intéresser à ça. Alors, quand on voit que dans cette convention, on donne des obligations envers les personnes, on donne des obligations aux acteurs pour reconnaître ce que les personnes ont, on commence à avoir un faisceau d'indices qu'il y a un droit à la reconnaissance. Dans les accords de commerce aussi, il y en a des éléments. Sous les chapitres mobilité, des fournisseurs de services, ils appellent ça fournisseurs de services, mais ce sont des individus, des personnes humaines avec un cerveau qui offrent ces services, on veut les reconnaître. Donc, l'expérience européenne est aussi très intéressante parce que l'expérience européenne, c'est plus qu'un accord de commerce. Il y a toutes sortes de structures institutionnelles et juridiques. Et lorsqu'on regarde le contenu du cadre juridique et des acquis européens, on voit bien, encore une fois, un peu comme la Convention mondiale, il y a des obligations assez solides sur la libre circulation des personnes et la reconnaissance par différentes directives. Voici ce qui donne des droits aux gens aussi. Très intéressant. Donc, on voit bien que dans le corpus, comme même dire les avocats, le corpus juridique et même dans l'agir institutionnel, tout converge pour dire que la reconnaissance est un droit individuel avec des aspects sociaux et économiques. Parce qu'il prend appui, ce droit, sur des droits préexistants, le droit à l'éducation, l'égalité, le travail décent et le traitement équitable. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'impulsion mondiale donnée par le Pacte mondial pour des migrations. Il y a un objectif. On l'oublie souvent, celui-là. Hein? On parle de toutes sortes d'autres conventions, mais là, le Pacte mondial de 2018, il y a un objectif, l'objectif 18, investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences. Regardez bien en dessous de cet objectif, dans le Pacte mondial, cet objectif 18, il y a des propositions d'action et de politique publique. Il y en a peut-être une dizaine en dessous de cet objectif où le Pacte vous propose, voici ce que vous pourriez faire pour répondre à cet objectif.
Et vous allez reconnaître des choses qui vous concernent dans tout le travail et le développement que vous faites. On parle de normes, de lignes directrices, de mécanismes, mais aussi d'établir un réseau de reconnaissance mutuelle. Le réseau de reconnaissance mutuelle, ce n'est pas nécessairement entre les individus, mais entre les dispositifs de reconnaissance. Ça ne commence pas à vous parler à vous, là, avec la Déclaration de Paris. On parle de qualification, de diplôme officiel, mais aussi de toutes ces compétences qui sont acquises de façon non formelle. Dans ces actions, il faut vraiment les lire. Vous allez trouver un appui de légitimité comme si vos principes ne l'étaient pas là, suffisamment. Mais on parle de transparence, de compatibilité et même d'utilisation de la technologie. Moi, je soupçonne que quelqu'un de votre groupe est allé s'infiltrer dans les travaux du Pacte mondial pour glisser des choses. Serge, est-ce que c'est toi? Non? OK. Bon, on ne peut pas l'accuser de tous les mots quand même. Mais vous voyez qu'il y a là quelque chose qui donne une légitimité. C'est qu'il y a des gens qui ont pensé à ça et qui se sont dit, ça a la valeur d'être une orientation internationale, bon, pour les soins et les services de la migration, mais en dehors de la migration, c'est aussi quelque chose de valable. Donc, il faut reconnaître que la personne, c'est le point de départ, je dirais aussi le point d'arrivée de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on discute. Les compétences, les qualifications, les aptitudes, les acquis, peu importe comment vous appelez ça, ce sont des attributs de la personne. Et vous savez, c'est quoi les attributs d'une personne? En droit, en tout cas, je vais vous le dire, quand on parle des attributs d'une personne, c'est que c'est quelque chose que l'on doit reconnaître en toutes circonstances. On ne peut pas refuser de reconnaître les attributs d'une personne pour d'autres raisons discriminatoires ou frivoles. Donc, la reconnaissance est vraiment un droit individuel fondamental, avec des angles politiques, sociaux et économiques. Certains diraient, est-ce que c'est des droits de la personne? Bon, c'est peut-être pas dans la charte de l'ONU ou d'autres chartes dans vos constitutions et dans vos pays, mais c'est certainement un droit politique, social et économique, tiens. Alors pour moi, je le qualifie prudemment de droit individuel fondamental, pas de droit de la personne, parce que les droits de la personne ont construit leur idée, là, mais à tout le moins, un droit individuel fondamental, de même valeur que les droits politiques, sociaux et économiques. Alors, donc, ce droit donne toute sa légitimité au sein des institutions, de la vie en société, dans le monde du travail. Vous travaillez dans cette direction-là. Je reconnais dans la Déclaration de Paris des éléments de cette vision de la reconnaissance comme étant non seulement un droit, mais une activation de l'individu sur les angles politiques, sociaux et économiques. Et les moyens de la reconnaissance, et je conclus vraiment là-dessus, Don, les moyens de la reconnaissance doivent s'inscrire dans l'exercice du droit fondamental de la personne et de sa légitimité. Donc, les moyens doivent être variés. Ça peut être du formel, l'informel, tout dans les méthodes et les processus. Il n'y a rien de mal. Il n'y aura jamais une méthode unique universelle. Les moyens pour reconnaître seront variés. Pourquoi? Parce que les types d'apprentissage sont variés. Aussi, les moyens de la reconnaissance doivent se reconnaître entre eux. Il n'y en a pas un qui va gagner sur l'autre. Pas un. Pourquoi? Parce que les apprentissages sont variés et ils sont tous présents au sein de la personne. Donc, il faut que les moyens se parlent, se complètent et ne s'excluent pas. Donc, en vous parlant avec le monde du formalisme, c'est sûr que quand on crée quelque chose, on veut se distinguer. Ça ne veut pas dire qu'on exclut l'autre, mais on veut se distinguer, peut-être à partir d'une critique légitime. On complète, on supplée au manque du système qui était en place jusqu'à maintenant, on le complète. Alors moi, comme venant d'un milieu où on regarde cette variété des apprentissages, j'ai besoin d'une variété de moyens. Pourquoi? Parce que si c'est plus facile, parce que la personne a un diplôme, de le comparer à un diplôme que j'ai déjà reconnu, bien, je vais prendre 15, 20, 30 minutes, 1 heure à regarder le dossier et c'est fini. Je ne vais pas le passer par la méthode compliquée, bien, plus compliquée en tout cas, plus introspective, plus, voilà, il y a d'autres méthodes, bien entendu, mais je n'ai pas besoin d'aller vers cette autre méthode, puisque la personne a déjà quelque chose pour lequel je suis familier et qui se compare bien et facilement, efficacement. Donc, il n'y a rien qui s'exclut, les choses se complètent. Et ça dépendra de la complexité du cas, des différents apprentissages qu'on a à regarder pour faire le portrait global et prendre une décision pour ce qui est des organismes de réglementation
de donner à la personne son droit de gagner sa vie, d'offrir ses services dignement et à la population de recevoir ces services dont on a souvent besoin. Donc, l'appel que je vous lance, c'est continuez votre travail. C'est une vision derrière ça que je trouve intéressante. J'ai lu la déclaration de Paris et je vois la philosophie qu'il y a derrière, je la capte, je la comprends et je suis en mesure de la transposer concrètement parce qu'à un moment donné, il faut atterrir. Parce que moi, je suis les pistes d'atterrissage. L'atterrissage d'une profession réglementée qui doit valider et donner aux gens leurs droits de pratique et que la population ait les services. Alors, moi, je vous dis, de la tour de contrôle sur la piste d'atterrissage, venez ici, nous vous accueillons. Tout ce que vous faites ici dans ce congrès, tout ce qu'a fait peut-être aussi TICEP la semaine dernière et toutes les personnes qui œuvrent à la reconnaissance de différentes approches, de différents moyens, sachez que la société va vous en être reconnaissant de maintenir la passion que vous avez et de jeter les ponts avec les autres pour peut-être arriver à une vraie société apprenante, peu importe les pays d'où vous êtes. Merci beaucoup.